poursuivons cette discussion de marché avec Marc Renaud, à présent à mes côtés en plateau, le président de Mandarine Gestion. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue. Le rebond de l'automne, c'est le rebond de l'Europe. C'est le rebond de la value, c'est le rebond des cycliques. Le rebond de l'été, on l'expliquait avec Arnaud juste avant, c'était plutôt le rebond du Nasdaq. Oui, le Nasdaq a un peu rebondi, mais beaucoup moins que ce qu'on a pu voir en Europe depuis 7 semaines maintenant. Oui, et d'ailleurs, cette baisse-là peut paraître, en juin, elle était de 20%, là, elle peut paraître un peu faible compte tenu de ce qu'on vient de vivre, autant la guerre que la récession, etc. Mais en réalité, effectivement, le marché a été très sélectif, et les excès qu'il y avait, par exemple, sur la tech américaine, effectivement, eux, ils ont été bien corrigés. Hein. On fait moins 10 sur les indices, ça peut paraître à certains étonnant, on s'en tire bien, ouais. Mais on fait moins 30 sur le Nasdaq, moins 60 sur les techs non profitables. Donc voilà, c'est un marché qui a bien corrigé les excès, ça c'est plutôt agréable. C'est correction en cours des excès ou on a déjà corrigé une bonne partie des excès, on va dire de la période Covid notamment, parce que l'envolée des GAFAM, elle date pas de la période Covid, mais elle a été accélérée, magnifiée encore par les 2 années 2020-2022, enfin jusqu'au début de l'année 2022. Alors, je suis sans doute pas le meilleur pour dire où ça s'arrête sur le Nasdaq et sur les techs. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la cote traditionnelle ou value était pas chère. Du coup, quand je vois Total en hausse, ça me choque pas. Moi, elle était déjà pas chère avant. Elle a des super résultats. Bon, voilà. Après, les techs, elles ont corrigé des excès. Est-ce que c'est fini ? Juste, voilà, un gérant comme moi peut toucher aujourd'hui des SAP, des choses comme ça que j'avais pas le droit d'acheter pour des raisons de valorisation avec ma méthode il y a encore 2-3 ans. Ouais. Donc, sans aller jusqu'aux techs non profitables américaines où j'ai pas d'avis pertinent à donner, oui, un certain nombre de ces valeurs de croissance, et il n'y a pas que les techs, je peux citer Assa Abloy, je peux citer Roche, c'est des boîtes que moi je peux jamais toucher pour des raisons de valorisation. Là c'est le cas. Donc, je trouve que c'est un marché qui s'est très bien rééquilibré. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux des entreprises à ce stade ? On parlait des perspectives bénéficiaires. C'est vrai que les résultats du 3e trimestre ont encore été bons par rapport à ce qu'on pouvait attendre. On est quand même sur des niveaux de marge au global qui sont très très élevés, avec des pics de marge pour des secteurs type énergie. Et en même temps, on a dans les enquêtes qu'on suit tous sur les marchés, les PMI ou les enquêtes de climat des affaires, quelque chose de très négatif quand même, qui alerte évidemment sur la poursuite du mouvement, du rebond qu'on peut avoir depuis cette semaine. Est-ce qu'il y a une bulle de pessimisme, de négativité dans les enquêtes ? Est-ce que ce sont les entreprises qui voient juste aujourd'hui ? Parce qu'elles ne coupent pas les investissements, elles ne coupent pas les embauches, mis à part la tech. La tech licencie, mais le reste de l'économie américaine notamment continue d'embaucher, par exemple. Alors oui, on voit quand même de la distribution du textile qui a des périodes difficiles. En fait, quand on écoute les boîtes, elles sont toujours un peu en retard. Donc là c'est bizarre de les voir en avance. Mais elles sont en retard. Au printemps, par exemple, aucune des sociétés cotées, il y a les grands routes habituels des brokers au printemps, les boîtes vous disaient, mais moi j'ai rien vu, tout va bien. Là, elles disent plus ça. Hein. Elles disent, on voit et les volumes se ralentir et les pressions sur le prix augmenter. Parce que c'est vrai que le pétrole, c'est peut-être derrière nous, et le gaz, mais c'est pas le cas des salaires. Donc vous avez chute des volumes, hausse des coûts. Moi, je pense qu'on aura, sur les secteurs les plus cycliques de l'économie, on aura des mauvaises surprises au niveau des bénéfices. Mais plus que là, je suis d'accord avec ce que disait Arnaud Faller. Hein. Le pic des taux, à tort raison, on pense qu'on l'a vu. Le pic d'inflation, on pense qu'on l'a vu. Sur les bénéfices, il va falloir passer quand même le Q4 et le Q1 l'année prochaine. Il y aura des mauvaises nouvelles. Les marges vont être un peu sous pression. C'est compliqué parce que le pic inflation effectivement permet de détendre un peu l'atmosphère sur les marchés, stabilisation des taux notamment, hein, et donc c'est important pour la valorisation des marchés actions, c'est une partie importante. Vous dites c'est un peu prématuré peut-être d'enjamber la récession qui arrive, qui est peut-être d'ailleurs un peu reportée. On pensait que ce serait au Q3 pour l'Europe et finalement on voit les économies qui continuent de tenir. L'économie allemande dont on nous disait elle sera en récession au Q3 affiche toujours une croissance positive sur le trimestre écoulé. Mais vous dites c'est compliqué pour un investisseur de se projeter, d'enjamber comme ça une récession aussi attendue soit-elle. Alors je vais vous faire une réponse de Normand encore. Ce que n'aime pas la bourse, c'est pas savoir. Et là, à tort ou à raison, elle pense qu'elle sait. On a touché le pic d'inflation, on a touché le pic de taux et la récession va être courte. Ouais. Donc quand elle sait, elle regarde ce qui se passe après. Elle est dans un scénario de reprise après, déjà. Mais, c'est pour ça que c'est une réponse de Normand, la bourse est aussi très émotive à court terme. Et quand les résultats attendus éventuellement à plus 10 seront à moins 10,
je peux vous dire que les beaux scénarios à 6 mois, la bourse, elle les oubliera instantanément, action par action. Donc moi, je pense qu'on va être dans un marché de stock picking un peu bumpy, quoi, hein, mais que je comprends complètement le scénario de la bourse à 1 an. Je comprends qu'elle n'est plus la trouille. C'est toujours dangereux de dire ça, mais il est probable qu'on ait passé les points bas. Ouais. Pour autant, est-ce qu'on va continuer en ligne droite à plus 10 tous les 1 mois et demi ? Non, parce qu'on va traverser une période de soubresaut boîte par boîte, je pense. Le pic de la peur a été franchi et le gros point bas des marchés a peut-être été fait, toutes choses égales par ailleurs. Sans doute. Alors si en plus on rajoute que les Russes ne semblent plus trop en capacité de faire vraiment la guerre, c'est sûr que le contexte est quand même moins lourd qu'il y a 6 mois. C'est un boulevard pour les actions européennes ou pas ? Dans cette idée-là, dans ce scénario, quand on regarde la valorisation, parce que c'est votre domaine, la valorisation, Marc, je lisais d'ailleurs dans une note de Mandarine Gestion, il y a 25% des actions européennes qui ont des PE forward inférieurs à 8, très très faibles. C'est rare comme dispersion et comme distribution, d'avoir un quart de la cote qui est autant décoté. Oui, je suis d'accord. Alors, à très court terme, on vient de faire 12% en ligne droite et on attend des nouvelles un peu compliquées sur les bénéfices. Je ne suis pas sûr que le rallye continue à ce rythme-là, mais qu'on puisse de nouveau, sans crainte, investir sur l'actif action, oui, moi, ça me semble assez justifié. On n'est pas... J'hésite à dire qu'on est dans les marchés pas chers, même si vous me citez une partie de la cote lait. Ah oui. Mais on n'est pas dans des marchés donnés à la rue, on n'est pas dans des stress comme on l'a connu dans des cracks précédents. Mais les actions, dans le scénario qu'on décrivait là, les actions européennes sont incontestablement un actif qui peut s'avérer séduisant. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la performance ? Et là, je parle spécifiquement du fonds que vous pilotez, Mandarine Valeur, parce qu'on en discutait juste avant l'émission, je me permets de le dire, vous êtes quasiment flat, légèrement négatif, c'est ça au moment où on se parle, il est à moins 2% le fonds Oui, il est là aujourd'hui à moins 2 en absolu. Ouais. Bon, alors, d'abord, le CAC est à moins 8, pour donner une référence que tout le monde a en tête. Bon, bah écoutez, je vais faire une mauvaise blague, mais d'abord, nous, les gens en value, on avait pris de l'élan les années précédentes. et là, on a ce rattrapage que je citais, c'est-à-dire que alors non seulement on a les valeurs de croissance qu'on n'avait pas en portefeuille qui sont qui ont plus baissé que les stocks que les gérants value ont, mais en plus on a, en respectant nos process, la capacité à diversifier le portefeuille. Le paradoxe, c'est que moi aujourd'hui mon portefeuille il est beaucoup moins monomaniaque, cyclique, financière qu'il l'était il y a 1 an. Parce que je peux, moi, aller acheter Roche, Bloy, SAP, autant de boîtes qui ne mettaient pas accès à la valorisation. Donc c'est un double effet. On n'a pas eu la correction sur des valeurs pas chères, et les chères, on commence à pouvoir les acheter. Donc après des années où la gestion value, et c'est complètement lié au cycle de taux, on en a parlé de nombreuses fois, après des années où la gestion value a été en difficulté, là on a un marché... Moi, en fait, mon savoir-faire marche, donc c'est plus agréable de venir le matin, oui. Est-ce que ça peut durer ? Est-ce que c'est l'idée d'un nouveau paradigme, en tout cas d'un nouveau cycle de marché qui ne serait pas la petite parenthèse value dont on a discuté avec vous régulièrement, et il y en a eu plein sur quelques semaines, quelques jours, des mouvements de normalisation de la value, on l'a vu, mais est-ce que là ça peut être quelque chose d'un peu plus long, Marc ? Je pense que c'est possible parce que c'est étroitement lié au cycle des taux, et si on écoute les banquiers centraux qui parlent de normalisation des politiques de taux, si l'inflation revient à 3-4, une normalisation, c'est un taux long à 5-6. Ouais. Si on a ça, et ça ne va pas se faire demain matin, on va passer par des taux longs qui baissent comme en ce moment parce qu'il y a un scénario de récession, etc. Mais si on va vers une normalisation de taux, on est parti d'un cycle long de reprise des taux, le parallèle de ce qu'on a vécu avant, de cycle long de baisse des taux, celui-là est beaucoup plus favorable à la gestion value, clairement. Et la caricature, c'est les banques. Les banques, aujourd'hui, profitent joyeusement de la hausse des taux. Et c'est un des rares secteurs qui en profite autant. Et donc, ça mérite toujours d'avoir des banques en portefeuille. Vous en avez toujours, Marc. Alors, mais elles sont revenues, on parlait du point bas de fin septembre, parce que à ce moment-là, le secteur bancaire en Europe, notamment, était revenu sur des niveaux de stress ou de détresse en termes de valorisation quasi historique. Alors, quand on écoute les banquiers, ils disent mais la hausse du coût du risque éventuel dû au ralentissement économique, c'est rien à côté de ce qu'on va gagner de la reportification et de la hausse des taux. Ils le disent. Mais tout le monde ne les croit pas. C'est pas consensuel comme position. Pourquoi ? Parce que le vieux réflexe en bourse, c'est qu'à la veille du récession, on n'achète pas des banques. On a peur de la hausse du coût du risque. Juste, alors je vais dire une horreur, un truc qu'il ne faut jamais dire. Cette fois-ci, c'est pas pareil. Il ne faut jamais dire ça en bourse. Donc je plaisante. Non, mais cette fois-ci, la différence, c'est que les fonds propres ont été renforcés. Les banques ont surprovisionné pour le Covid.
Et donc la hausse du coût du risque qu'elles attendent, après avoir appris à vivre en taux zéro pendant 3 ans, qui est un cauchemar pour un banquier, elles devraient le traverser avec aisance. Et comme on part sur des niveaux extrêmement bas, moi je suis clairement acheteur des banques aujourd'hui. Oui. Est-ce que ces secteurs-là, je mets les banques et l'énergie ou les pétrolières dans le même sac, avec la question des windfall tax, des surprofits, de la taxation effectivement des profits de ces secteurs-là, est-ce que ça c'est un vent contraire important quand même pour la performance de ces secteurs, ou est-ce qu'il y a quand même une dynamique opérationnelle fondamentale qui fait qu'en net, ça reste quand même des choix positifs? Alors il y a les deux, hein. Mais oui, c'est un frein, ça a été clairement un frein à la hausse des valeurs pétrolières, ça, et puis la dimension ISR, hein. Ouais. Ça a été un frein. Mais après, sur ces niveaux de baril et avec la diversification qu'ils sont en train de mettre par les investissements dans le renouvelable, ils vont être des acteurs majeurs de la transition énergétique. Moi, je trouve aussi les pétrolières séduisantes. Les banquiers, on est parti de niveau bas et la situation s'améliore. Donc il y a tout à gagner. Il faut juste pas oublier que dans des situations difficiles comme celle-là, il faut choisir la qualité. Et choisir la qualité, c'est aussi, par exemple, pour des pétrolières, identifier des pétrolières qui changeront peut-être de statut demain. Alors, la réglementation ESG évoluera peut-être. Hein. Vous intégrez d'ailleurs ce filtre ESG ou ISR dans le fonds que vous gérez, bien que vous ayez des pétrolières dans ce fonds, Marc. La nature de l'ISR va évoluer forcément? Alors, l'ISR, toutes les normes ne sont pas encore définitives et établies. J'ai effectivement un label ISR dans ce fonds parce que j'ai fait accepter par le régulateur que je notais les boîtes pas en best in class, mais en best effort. Et je prétends que c'est par ailleurs utile. Parce que quand on a tous les meilleurs élèves chers, on fait pas tout le boulot. Ben non. Et dans les secteurs difficiles, la sidérurgie, le ciment, le pétrole, ceux qui améliorent leurs notes, si ces boîtes-là peuvent faire partie d'un portefeuille ISR, je trouve que c'est utile. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que c'est une approche qui a de l'avenir. Il y a eu une première phase de ESG, ISR, où effectivement, on choisissait les best in class, on voulait afficher les meilleures notations ESG dans son fonds. J'ai l'impression que quand on va vraiment chercher de la valeur et qu'on veut vraiment avoir d'ailleurs un impact positif en matière climatique, il va falloir s'attaquer quand même à ces secteurs-là. Moi, j'y crois fortement parce que, par ailleurs, c'est cohérent avec ma méthode. Moi, j'aime les mauvais élèves quand ils peuvent s'améliorer. Hein. Je l'applique à la finance, je l'applique aussi à l'ISR. Et donc, je suis très à l'aise de mettre ça en portefeuille. Et je prétends que choisir dans le ciment ceux qui font le boulot de diminuer la pollution, c'est mieux que de ne pas faire ce boulot. Voilà, donc oui, c'est contesté par certains. Encore une fois, les normes ne sont pas définitives, je pense. Mais je considère les pétroliers comme des acteurs majeurs de la transition parce qu'ils ont des cash flows gigantesques, parce qu'ils veulent survivre aussi. Ils ne le font pas parce qu'ils sont gentils, ils le font parce qu'ils savent que dans 30 ans, ils ne vendront pas de pétrole. Le changement de statut, il n'est pas pour demain matin, mais ce serait une cause majeure de revalorisation de ces titres. Ouais. Merci beaucoup Marc. Merci pour votre éclairage sur une stratégie value. Hein. Vous êtes évidemment historiquement un gérant value avec le fonds Mandarine Valeur que vous gérez chez Mandarine Gestion. Marc Renaud, le président de Mandarine, était avec nous en plateau dans cette émission de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.